merci pour l'invitation aussi. Je suis très contente d'être avec vous ce matin pour cette deuxième partie du colloque qui était déjà très intéressant hier. Donc, j'ai pu assister à une partie, je trouvais ça vraiment très riche là, au niveau des questions, des échanges. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, comme vous savez, mon nom est Pascal Caïdor. Je suis professeur, chercheur aussi à l'Université de Montréal. Dans le cadre de mes recherches, je me suis intéressée beaucoup aux programmes, aux initiatives en termes d'EDI. Et j'ai eu la chance et l'intérêt de travailler très près des milieux pratiques aussi dans le secteur privé, secteur public. Et j'ai travaillé aussi comme gestionnaire de projets en EDI dans différentes universités. Alors, ça m'a permis, en fait, d'avoir un peu un bagage pratique et théorique. Alors, je veux partager avec vous un peu le fruit à la fois de mes recherches et le fruit aussi de mon expérience pratique. Alors, on va réfléchir ensemble à la question de l'excellence inclusive. Alors, comment on peut justement développer un cadre de changement pour l'excellence inclusive dans le milieu de l'enseignement supérieur. C'est aussi une notion qui est très transférable aussi à d'autres milieux. Donc, j'espère que la présentation va intéresser ceux aussi qui sont à l'extérieur des murs des établissements d'enseignement supérieur. Alors, un des défis que rencontrent en fait les milieux, les institutions d'enseignement, c'est vraiment l'incapacité de mettre en œuvre avec succès les initiatives, les programmes en EDI. Trop souvent, les plans stratégiques vont produire des changements qui sont plutôt superficiels ou isolés. Hein, des changements qu'on va appeler de niveau 1. Alors, ce qu'on veut, c'est des changements de niveau 2, donc des changements qui vont être durables, et qui vont permettre à l'organisation justement de progresser dans ce changement de culture. Alors, en fait, l'excellence inclusive nous permet justement de réfléchir à la manière, en fait, dont on réfléchit l'EDI. On pense aussi aux manières de penser, d'agir, de réfléchir au processus, aux différentes stratégies aussi en lien avec l'EDI. Alors, le changement de culture demande une certaine introspection. Hein. Il faut un peu se remettre en question, faire un peu un diagnostic organisationnel pour mieux comprendre où on se situe en tant qu'organisation. Et l'excellence inclusive, c'est un processus qui est très actif par lequel les collèges et les universités peuvent atteindre finalement l'excellence dans l'apprentissage, l'enseignement, mais aussi le fonctionnement de l'institution et aussi tout ce qui est en lien avec l'engagement envers les communautés, que ce soit locales, nationales, régionales ou internationales. Donc, l'excellence inclusive est vraiment conçue pour aider les collèges et les universités à intégrer les efforts de diversité, d'équité et d'inclusion dans leur mission, mais aussi dans les opérations de l'institution en tant que telle. Alors, j'aime bien commencer par un petit exemple tiré, en fait, d'un entretien qu'un des hauts dirigeants de la Silicon Valley, en fait, a fait il y a quelques années. Donc, on lui demandait pourquoi il n'y avait pas autant de femmes que d'hommes au sein de son entreprise. Et le haut dirigeant, en fait, ce qu'il a dit, c'est que on vient tout juste d'engager une jeune femme de Stanford qui est très brillante. Et en fait, cette jeune femme est aussi compétente que ses collègues masculins. Et si toutes les femmes qui se présentaient, en fait, étaient aussi compétentes que cette femme-là, il n'y aurait aucun problème à engager, en fait, plus de femmes au sein de son entreprise. Mais la seule chose qu'il ne voulait pas faire, c'est abaisser les standards de son entreprise pour embaucher plus de femmes. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai trouvé ça un peu choquant quand j'ai, en fait, regardé cet entretien. Mais en même temps, ça fait réfléchir à la manière dont on voit nos standards d'excellence en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise. Et souvent, on va souvent mettre en opposition donc le fait d'augmenter la représentation des groupes sous-représentés et les standards d'excellence de l'entreprise. Donc, souvent, c'est vu comme deux choses qui sont vraiment opposées. Et aujourd'hui, on va voir que l'excellence inclusive, finalement, doit nous faire réfléchir à la manière dont on va intégrer la diversité, l'inclusion et l'équité dans notre réflexion sur l'excellence organisationnelle aussi. Alors, quand on réfléchit à l'excellence, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est la représentation d'un idéal type.
hein? Donc, un employé idéal, un candidat idéal. Donc, on a une représentation, une façon finalement de se représenter cette personne-là. Et le problème, c'est que souvent, cette définition, cette manière de représenter l'employé idéal ou le candidat idéal qu'on veut recruter ne tient pas compte nécessairement de nos objectifs en termes de DI. Donc, ça nous amène à penser à c'est quoi la diversité finalement, qui est souvent pensée, réfléchie en termes de représentation, en termes d'un produit quantifiable. Donc, on veut représenter, par exemple, sur nos sites web, dans nos brochures, dans tout ce qu'on appelle diversity branding, hein? Donc, vraiment, le fait de représenter les groupes qui sont marginalisés. Et ça fait écho à ce qu'on appelle la diversité de surface, hein? Donc, c'est vraiment cette idée de représenter la diversité et de ne pas s'attaquer vraiment à ce qu'on peut appeler la diversité profonde. Donc, la diversité, de manière générale, est définie comme la façon dont on est différents les uns des autres et la présence dans un système, un écosystème de personnes qui vont provenir de différents groupes. Et souvent, ça va favoriser l'expression de points de vue, d'approches et d'expériences qui sont variées. Donc, si on fait la distinction entre la diversité de surface, donc la représentation, par exemple, qu'on fait de la diversité sur les sites web, par exemple, et la diversité profonde, qui est en fait plus la manière dont on a finalement des bagages qui sont différents, des réalités qui sont différentes, et c'est ce qui va ultimement enrichir notre façon, par exemple, de prendre des décisions, de développer des stratégies, etc. Donc, la diversité profonde aussi, elle fait écho à différents aspects de notre identité et au croisement aussi entre les différents aspects de notre identité. Donc, d'où l'importance de réfléchir à une approche intersectionnelle. Donc, une approche intersectionnelle qui va tenir compte justement du croisement entre nos différents aspects, en fait, de notre identité. Alors ça m'amène à parler ici de la face cachée de la sélection des meilleurs candidats. Alors, si on réfléchit en termes de ressources humaines, il y a 3 dimensions importantes auxquelles il faut s'attarder quand on réfléchit à la sélection des meilleurs candidats. Donc, la dimension épistémologique, donc les questions qu'on peut se poser en tant qu'organisation quand on fait notre introspection, c'est d'où viennent nos connaissances, comment on produit les connaissances sur les critères de sélection des meilleurs candidats. Comment on arrive comme organisation à produire ces connaissances-là et justement à propager en quelque part ces connaissances-là à nos différentes unités en ressources humaines. Donc, il faut comprendre vraiment les discours en lien avec l'excellence, l'équité, la diversité et la méritocratie. Alors, comprendre les discours qui circulent au sein de notre organisation. Quand on parle de discours, c'est vraiment les manières dont on va justement réfléchir, les valeurs, les principes qui vont sous-tendre en fait notre démarche en EDI. Alors, ces discours-là circulent dans notre organisation et vont nourrir, si vous voulez, la manière dont on va déployer, donc on va réfléchir à nos critères de sélection des meilleurs candidats. Alors, on va regarder ensemble, c'est quoi le discours sur la méritocratie, c'est quoi le discours sur l'équité, sur la diversité, etc. Au niveau éthique, comment l'éthique et la responsabilité institutionnelle vont être prises en compte dans la sélection des meilleurs candidats? Est-ce qu'on peut développer des approches par compétences, par exemple, qui vont tenir compte de la diversité de surface et de la diversité profonde, donc des compétences superficielles, mais aussi des compétences profondes? Comment on fait pour évaluer aussi ces compétences-là? Au niveau logique, on peut se demander, c'est quoi les moyens les plus efficaces pour sélectionner les meilleurs candidats? Et on peut réfléchir à les discours qui circulent, par exemple, sur la psychométrie, donc la manière qu'on va évaluer nos meilleurs candidats, comment on va interpréter aussi les données quantitatives pour prendre des décisions d'embauche, par exemple. Alors, ces 3 dimensions importantes qui peuvent justement faire partie d'une introspection, d'une manière de réfléchir à nos pratiques en ressources humaines. Alors, si on commence par le discours sur la méritocratie, ce que nous dit ce discours-là, c'est que le mérite est défini de manière, souvent se veut objective, d'une manière objective et neutre, et ça rend de fait non pertinent les facteurs comme le genre, la race, l'origine ethnique ou la classe.
OK? Donc, dans un discours sur la méritocratie, dans un système méritocratique, on a une approche d'aveuglement aux différences. Donc, on est aveugle, on ne voit plus les différences, on ne veut pas les voir parce qu'on va lier le mérite vraiment à l'individu. Et à ce moment-là, ben, on va faire abstraction finalement des facteurs importants en termes de DI. Donc, la méritocratie peut fonctionner comme un discours qui va masquer finalement la pratique de l'inégalité. Donc, en mettant l'accent justement sur le succès individuel, à ce moment-là, on est moins capable de réfléchir justement à des facteurs importants. Et le discours sur la méritocratie a aussi l'effet pervers de masquer la question du privilège. Hein. Qu'est-ce que le privilège? Le privilège, c'est un avantage particulier. Donc, vont bénéficier certaines personnes, mais pas toutes. Et ben, c'est avoir, par exemple, des avantages que les autres n'ont pas, finalement. Et d'avoir des avantages parce qu'on est qui on est et non parce qu'on a fait quelque chose de spécial pour le mériter. Donc, la question du privilège est très importante parce qu'on a tous un certain positionnement et ce positionnement va influencer la manière dont on va développer nos stratégies en EDI, on va réfléchir l'EDI. Alors, quand on parle de privilège, je vous donne ici un exemple qui est très parlant, je trouve. Donc, c'est le modèle de la pièce de monnaie. Hein. Tout le monde connaît ça, les pièces de monnaie, quoi qu'on en voit de moins en moins maintenant qu'on paye avec d'autres types de supports. Alors, au niveau de la pièce de monnaie, mais ce qu'on regarde, c'est qu'au-dessus de la pièce de monnaie, on a ce qu'on appelle le privilège et au-dessous de la pièce de monnaie, on a ce qu'on appelle l'oppression. Et la pièce de monnaie en tant que telle, ça représente le système d'inégalité. Hein? Donc, nos organisations peuvent être vues comme des systèmes d'inégalité où il y a une relation qui se fait entre le privilège et l'oppression. Et ce que ça donne, c'est qu'on a tous des aspects finalement de notre identité qui vont interagir avec d'autres aspects, bien entendu, mais qui vont être aussi en relation avec justement le haut et le bas de la pièce de monnaie. Hein? Donc, si je prends mon exemple personnel, alors je suis une femme, par exemple, donc je me retrouve à ce moment-là au bas de la pièce de monnaie. Je suis une femme noire, donc je me retrouve encore au bas de la pièce de monnaie. J'ai un doctorat, donc ça me permet, bon, peut-être d'avoir certains privilèges. Donc, je me retrouve aussi en haut de la pièce de monnaie. Et ce qui est intéressant, bon, c'est pas tant de savoir si on est en haut ou en bas, donc c'est important, mais c'est de voir aussi la relation entre les deux. Donc, le privilège et l'oppression, donc les inégalités sont relationnelles. Donc, on est vraiment dans cette relation d'inégalité. Donc, on ne peut pas juste s'intéresser au bas de la pièce de monnaie parce que c'est très important, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a une surface, hein, il y a le haut de la pièce de monnaie qui rentre en relation avec le bas de la pièce de monnaie. Et tout ça nous fait réfléchir sur la manière dont on va justement bâtir nos critères de mérite, bâtir nos critères aussi d'excellence. Est-ce qu'on tient compte, par exemple, de cette notion de privilège qui est très important aussi? Et outre le privilège, bien, il y a l'intersectionnalité. Donc, on a commencé à en parler un peu. Donc, c'est vraiment le croisement entre les différentes parties de notre identité. Et c'est un concept très intéressant qui nous vient en fait d'une chercheure en droit qu'on appelle Kimberly Crenshaw, qui quand elle était étudiante, elle s'est rendue compte qu'il il y avait des angles morts au niveau justement de la loi dans tout ce qui est en lien avec la discrimination. Et en tant qu'étudiante, elle a été assignée à un cas où une jeune femme nommée Emma, donc une jeune femme noire, se disait victime de discrimination à l'embauche. Et finalement, elle a porté plainte et le juge a décidé que finalement, non, elle n'était pas victime de discrimination. Et cette femme-là se plaignait parce que elle ne pouvait pas être embauchée parce qu'elle était une femme noire, mais le juge avait tranché sur le fait que, en fait, cette entreprise-là embauchait des hommes noirs et embauchait des femmes. Donc, à ce moment-là, cette femme-là ne pouvait pas vraiment être victime de discrimination. Donc, il n'y avait pas de preuve de ça. Et ce que nous dit l'intersectionnalité, c'est que oui, effectivement, cet employeur embauchait des hommes noirs, mais embauchait des hommes noirs pour le travail en usine et des femmes blanches pour le travail de bureau. Donc, cette femme noire se trouvait un peu, elle n'était pas capable finalement d'intégrer l'organisation parce que justement, il y avait une discrimination envers les femmes noires qu'on n'arrivait pas à voir si on n'avait pas l'intersectionnalité pour comprendre en fait ce fait-là.
Donc, l'intersectionnalité permet justement d'abolir un petit peu les angles morts qui peuvent être là. Donc, quand on pense à l'EDI, mais c'est vraiment l'approche intersectionnelle qui nous permet, dans le développement de nos stratégies de recrutement, de sélection de candidats, de tenir compte justement des angles morts, donc la discrimination qui se trouve au croisement de différentes identités. Et ça nous amène à notre discours sur l'équité. Hein? Donc, souvent, on confond l'équité et l'égalité. Donc, l'équité qui est un moyen pour arriver à l'égalité. Donc, l'égalité qui se veut beaucoup plus comme une finalité. Et comment on, justement, met en place des stratégies pour, justement, renforcer l'équité. Donc, sur la diapositive, on voit justement qu'on a 3 personnes qui essayent de regarder un match de baseball et il y a une personne qui n'arrive pas parce que, justement, elle n'a pas ce qu'il faut pour être capable, pour être en mesure d'avoir vraiment une vue sur le match qui se déroule. Et on voit que même si, par souci d'égalité, on veut traiter tout le monde de la même façon, mais les résultats font que les personnes qui sont déjà désavantagées se retrouvent pas plus avantagées finalement, ne sont pas plus capables de participer justement dans ce cas-là au visionnement de ce match-là. Et l'équité, par contre, nous montre que si on tient compte des différences et des désavantages finalement très visible aussi et très structurant, on peut réussir justement à avoir une équité. Donc, l'équité qui devient un moyen pour parvenir finalement à une certaine égalité. Alors, la sélection de candidats est finalement peut être vue comme un acte de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir d'élaborer des critères de mérite et exercer ce pouvoir-là, finalement, c'est avoir le pouvoir de nommer l'excellence aussi, de la réifier pour la faire vraiment passer d'un état abstrait à une chose qui est vraiment concrète et mesurable. Donc, il faut utiliser ce pouvoir justement pour rendre notre définition de l'excellence, une manière de voir l'excellence beaucoup plus inclusive. Et il faut s'interroger aussi sur la manière dont est construite l'excellence en termes des performances qu'on va observer, des attributs personnels, des motivations, donc des compétences profondes, de la diversité profonde aussi. Et au niveau de l'inclusion, donc ce qu'on veut faire, c'est mettre en place des pratiques d'embauche qui sont inclusives, qui permettent à l'ensemble aussi des communautés de se sentir valorisées, soutenues et respectées au sein de notre organisation. Et il y a un cadre intéressant pour l'inclusion qui nous montre que les stratégies d'inclusion, ce que ça fait généralement, c'est que ça permet à la personne de conserver son caractère unique au sein de son groupe de travail. Donc, on va valoriser ces différences au sein du groupe, alors que dans une perspective d'assimilation, même si l'individu peut sentir qu'il y a un fort sentiment d'appartenance, il va perdre son unicité. Donc, dans une perspective d'assimilation, parfois on a des stratégies d'EDI qui sont plus proches de l'assimilation que de l'inclusion, parce qu'on veut inclure finalement ces personnes-là dans le groupe, mais pour ce faire, ils doivent mettre leur identité un peu à la porte. Hein? Donc, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans l'assimilation. Et l'inclusion sous-tend qu'on va encourager finalement la personne à garder, à conserver son caractère unique pour justement enrichir les discussions, par exemple, de groupe, etc. Et donc, si on regarde maintenant au niveau des discours sur la psychométrie, donc on a vu les différents types de discours qui peuvent circuler au sein de notre organisation. Et au niveau des discours sur la psychométrie, c'est un discours qui a émergé autour des années 50-70. Donc, c'était vraiment un langage où vraiment la fiabilité, la validité était importante. Et tout ce qui était subjectif était vu un peu comme quelque chose à éviter, donc une source de biais, etc. Et on a développé comme ça des tests psychométriques qui permettent justement de vérifier, de valider certaines compétences chez les candidats. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a toujours une certaine interprétation qui doit venir avant la quantification. Et est-ce qu'on veut s'appuyer uniquement, par exemple, sur des tests de psychométrie, quand on veut embaucher les candidats? Quelle proportion, quel pourcentage il faut allouer, par exemple, à ces tests-là? Et est-ce que ces tests-là nous permettent justement d'évaluer les compétences, vraiment, la diversité profonde, etc.?
Et est-ce que le subjectif peut être utile finalement aussi après coup pour évaluer nos candidats? Alors, je donne un exemple. Alors, j'ai participé au développement d'un programme de parrainage professionnel. Donc, j'aidais une équipe de ressources humaines à justement mettre en place un programme où on faisait un jumelage entre des employés issus de l'immigration qui étaient nouvellement arrivés au Québec et des employés plus expérimentés au sein de l'organisation qui avait mis en place ce programme-là. Et on s'est rendu compte justement que les tests psychométriques faisaient en sorte qu'on était incapable, ça donnait une barrière que plusieurs candidats avaient la difficulté à franchir. Et à force de réflexion, on a décidé justement de diminuer le pourcentage qu'on accordait justement à ces tests-là et d'accorder beaucoup plus d'avantages aux entrevues, aux entretiens qui nous permettaient justement d'avoir une meilleure idée du savoir-être finalement de ce candidat-là, de sa personnalité, de qui il était, est-ce qu'il allait être un bon joueur d'équipe, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait une augmentation vraiment du nombre d'employés qui pouvaient participer au programme, qu'on a décidé d'accorder moins d'importance finalement aux tests psychométriques. Donc, c'est toute une manière de revoir un peu nos processus et de se dire, est-ce que ce qu'on a en place actuellement nous permet justement de comprendre, en fait, les compétences qui sont pas nécessairement superficielles, mais beaucoup plus profondes, et est-ce que c'est en lien avec ce qu'on appelle la diversité profonde. Alors, je finis la présentation en parlant de c'est quoi l'implication pour la pratique de la sélection des meilleurs candidats. Donc, mettre à jour finalement ces discours-là, ça nous permet d'avoir des conversations explicites sur les critères d'excellence. Donc, c'est important d'avoir ces conversations-là, de comprendre les discours qui circulent au sein de notre organisation, dans quel type de logique finalement institutionnelle on s'inscrit. Développer des critères de sélection qui sont bien sûr inclusifs et des espaces co-créatifs pour la sélection. Donc, voir qui est à la table, qu'on prend des décisions en termes justement de critères, de mérite, d'excellence, etc. Est-ce qu'on peut co-construire, par exemple, avec des communautés qui sont déjà au sein de nos organisations, des critères d'excellence? Et que cette excellence-là doit être revue justement à la lumière des discussions avec les groupes marginalisés au sein de notre institution. Et bien sûr, toujours se doter d'une liste de vérification EDI qui nous permet justement de prendre en compte différents éléments, comme la question du privilège, par exemple, comment je me positionne et comment la manière dont je me positionne va influencer aussi les décisions, la manière dont on va élaborer aussi nos critères de mérite. Alors, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la présentation. Donc,